aujourd'hui, on reçoit Lou Girard, qui est porte-parole de l'OST, l'Organisation Solidarité Trans. Actuellement, l'OST fait une campagne de financement. On va vous mettre le lien de leur campagne de financement dans la barre d'infos si vous voulez soutenir cet orga. Et surtout, on va discuter avec Lou de plein de trucs, car l'Organisation Solidarité Trans, c'est vraiment une orga qui s'occupe de plein de choses. Les luttes pour les droits des personnes trans, mais il parle aussi de plein de choses qui sont en lien avec la santé. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Et c'est aussi une orga qui s'inscrit dans les luttes sociales, dans le mouvement social en règle générale. On va pouvoir parler de tout ça avec Lou, que nous allons accueillir tout de suite. Donc c'est Lou Girard. Est-ce que tu veux te présenter un peu, d'abord, Lou, pour qu'on commence, te présenter, toi, ton orga, et puis ensuite, on va enchaîner sur les différents sujets qu'on voulait aborder. Alors, moi, je suis vulgarisatrice, des sujets de genre, de sexe, de transition, mais je suis ici en tant que, porte-parole de l'organisation de solidarité trans. Donc, l'OST, pour faire plus court, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation trans, nationale, de lutte et d'autosupport, qui a une douzaine de sections, partout en France et qui mène, du coup, cette double besogne. D'un côté, aider les personnes trans au jour pour le jour, à la transition et d'un autre côté, mener, la lutte contre le patriarcat, contre le capitalisme, contre, l'impérialisme. Let's go, ça nous fait plaisir. Et donc actuellement, vous êtes en cours de campagne de financement, hein, c'est ça Lou? Nous on va donc pour le peuple de YouTube, vous allez retrouver le lien dans la barre d'infos qu'on vous mettra évidemment. On est en campagne de dons parce que, les fonds sont extrêmement bas. Comme, la plupart des personnes trans, notre organisation, est précaire. On ne survit pas sur les très, très petites cotisations de nos adhérents et adhérentes. Du coup, avant de commencer cette campagne de dons, on était à 2 000 € sur une trésorerie, pour, faire tenir une organisation, nationale. Un C'est peu pas chaud, possible. un En peu fait, on chaud le a truc. la trésorerie qu'on avait, il y a 2 ans, quand on avait encore que 3 sections. Entre-temps, voilà, une dizaine de sections nous ont rejoints, on peut juste plus suivre en termes d'argent, et en plus face à la montée du fascisme, face à la montée, de la réaction, tous les mouvements transphobes qui se mettent en place, on a besoin de plus en plus de force et ça devient, très compliqué de lutter sans argent. Ah, let's go, évidemment, bah ouais, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, malheureusement pour plein d'orgas. Et donc là, la campagne de dons, elle se passe plutôt pas trop mal, j'ai l'impression, depuis le début, là, ça a plutôt bien démarré. Tout à fait, et c'est, grâce, entre autres, au Game Doll Advance, donc ce groupe de 6 streameuses qui nous aide énormément à faire de la com, autour, de la campagne. Donc c'est des programmeuses, trans, Rhône, H, Lenofi, Rosa Zerti, Emma, et Seka Melika, et elles ont fait un taf de zinzin pour, nous publier et nous permettre, de prendre contact avec plein de streamers et de streameuses pour, donner la visibilité à notre campagne et récolter de l'argent pour les personnes trans. Ça, c'est bon, ça, et bravo les camarades, hein. Bravo les camarades, c'est cool. Bon, alors Lou, moi j'ai envie de te faire parler de plein de trucs. Mais pour commencer, alors nous, on a un public sur la chaîne Pas du Team qui est un public très, on va dire, varié. Tu as des gens qui viennent de plein de types de luttes. Tu as des gens qui sont en cours de politisation, tu as des gens qui le sont déjà pas mal, qui sont très, on va dire, fans. Nous, on est voilà, pas mal les discours marxistes, etc. Moi, je parle pas mal de féminisme sur cette chaîne, je parle aussi de santé. Mais du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en fait très peu familiers des problématiques que rencontrent les personnes trans, ne serait-ce que qu'est-ce que c'est la transidentité, comment ça se passe une transition de genre, parce qu'au tout début, tu parles d'autosupport, d'aider les gens dans leur transition. Et en plus, si tu veux, comme quand on parle de transidentité, on va dire dans le mainstream, etc., on en parle toujours d'une manière qui est soit très partielle, soit très caricaturale. Je trouve que ça pourrait être cool que tu nous fasses en gros des petites bases pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle et de quelles problématiques on parle. Vas-y, je te laisse un peu expliquer. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est une personne trans? C'est simplement, une personne, qui, désire ou qui va mettre en place des moyens qui va lui permettre de transitionner, c'est-à-dire, de changer de sexe ou, de genre, ça dépend comment on entend, les choses, mais dans l'idée, c'est, changer sa place, dans la société, c'est, demander à être perçu, différemment et ce par différents moyens. Ça peut être, des moyens sociaux, par exemple, changer d'habillement, mettre du maquillage, prendre des différents comportements, en fait, avoir des comportements, plus genrés. Ça peut être aussi, une transition, médicale, c'est,
D'ailleurs, beaucoup, à travers ça qu'on voit les personnes trans, les hormones, les opérations de féminisation et de masculinisation du visage, les mammectomies et cetera et aussi, bah, la transition, dite administrative donc changer de prénom à l'état civil et de sexe à l'état civil. Donc ça va être ça. Ça va être en fait, simplement adopter un nouveau rôle, transitionner en fait du sexe qui nous a été assigné à la naissance, au sexe de notre choix. Vous, à l'OST, c'est quoi votre rôle en fait là-dedans? Parce que tu as envie de dire, si quelqu'un a envie, on va dire, de s'habiller différemment, de se coiffer différemment, d'être appelé différemment, est-ce que pour ces choses-là, l'OST intervient ou est-ce que vous, c'est vraiment, on va dire, sur le côté, moi, quand je lis autosupport, je pense tout de suite au côté médical, en fait. Mais est-ce que vous intervenez sur les autres versants aussi? Bah, en fait, nous, le versant sur lequel on intervient, c'est plus les conditions matérielles, qui sont créées par la transition. En gros, quand on transitionne et peu importe comment on transitionne, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre à subir la transphobie. C'est-à-dire qu'il existe des normes patriarcales en société qui empêchent de passer, d'une case vers l'autre ou ne serait-ce que de partir de sa case. C'est un système qui s'appelle le cissexisme. En fait, ça part du principe que les sexes sont, inviolables, qu'on ne peut pas, les franchir et donc du coup, à la seconde où on fait des démarches dans ce sens-là, qu'on se met à briser les normes genrées et ben, on va se mettre à subir la transphobie et très concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous mettre, dans des situations, de précarité, donc discrimination au logement. On va avoir beaucoup de mal à trouver du logement, des fois se faire mettre à la porte, du domicile, familial et ce, peu importe si on est jeune ou si, on est marié. On va se faire, virer, soit directement, soit se faire harceler jusqu'à ce qu'on parte du travail et sans logement, sans travail, bah, on va, souvent malheureusement, devoir faire recours, au travail, du sexe. On va être, également en tant que personne trans, être beaucoup plus exposé aux violences physiques, aux violences psychologiques, aux violences administratives, à la drogue, aux refus médicaux. Enfin, ça va en fait entraîner une série, de violences, sociales et du coup, nous, notre champ d'intervention à l'OST, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va aider les gens à transitionner de manière assez concrète, genre donner des tips, aider à contacter des médecins, donner des coups de main pour remplir, les papiers administratifs, mais on va, aussi lutter pour, que les conditions terribles, des transitions s'améliorent, sur le court terme comme au long terme. Et du coup, ça passe par, parce que moi, là où je vous ai un peu, vue, je crois que la première fois où j'ai entendu parler de votre orga, il me semble que c'était pendant la réforme des retraites. Est-ce que je me trompe ou je confonds pas, hein? Je crois que c'était ça, où j'avais C'est vu votre ça. orga passer. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je m'étais dit: «Putain, c'est trop bien de lier, des luttes qui semblent des luttes», tu sais, il y a toujours, cette espèce d'idée que d'un côté, il y a le sociétal, tu vois? Donc Mmh. ce qui concernerait, tu vois, les droits des personnes LGBT, le féminisme, tu vois, tout ça. Et puis d'un autre côté, il y a le vrai social, quoi. Le social où on parle, du travail, du logement et tout ça. Je trouve ça hyper intéressant que tu le présentes comme ça parce que c'est là qu'on voit qu'en fait, non, c'est profondément intriqué et même les personnes qui ont le plus besoin de mener les luttes LGBT, les luttes féministes et tout, sont celles qui ont le plus besoin derrière du mouvement social, d'aller se mobiliser sur les retraites, sur les réformes de la Sécu, etc., etc. Ah, en fait, on est une orga, prolétarienne, donc en fait, on n'est pas là pour aider, les personnes qui sont, déjà, bien positionnées dans la société, qui ont, tous les moyens à leur disposition et pour qui tout va bien. En fait, nous, on est une orga, de travailleurs et de travailleuses et donc en fait, on est, les premières res même parmi le prolétariat, à être impactées par, la casse sociale, à être impactées, par la réforme des retraites et donc pour nous, c'est, une évidence d'aller, bah, se battre parce qu'en fait, si on est, foutu à la porte de notre emploi, si, on fait, du travail au black, ou si on passe beaucoup de temps au chômage ou sur les aides, bah, c'est évident que, la retraite, ça va être très, très tard ou ça va être une retraite très, très faible, donc on est d'autant plus concernés, et c'est pour ça que, bah, on y va. C'est, parce qu'en fait, faut pas séparer les issues, trans et de manière générale LGBT, de la lutte des classes. Elles sont, vraiment liées et d'autant plus pour les personnes trans qui sont très précaires. Ah ouais, et ça, c'est encore une fois, tu vois, moi, je maintiens qu'on parle à un public qui connaît pas forcément ces discours-là. Et tu vois, sur l'internet qui parle de politique, dans les années 2010, notamment entre 2015 et 2020, il y a eu vraiment, je pense, une grosse, grosse, grosse hégémonie de la droite, tu vois, sur le contenu politique qu'on pouvait trouver sur internet, avec un discours déjà très LGBT-phobe et particulièrement transphobe, où on en reparlera après, mais enfin vraiment, la droite et l'extrême droite, je pense que les luttes trans cristallisent un truc, on pourra en parler ensuite, je pense que tu auras des trucs intéressants à dire là-dessus. Et tu sais, qui présentait un peu la transidentité comme un truc, tu sais, un peu de bourgeois qui s'emmerde. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme Mmh. si
C'était en fait des gens qui étaient forcément dans des positions sociales privilégiées, et qui, en gros, avaient trop de temps pour se poser des questions. Moi, c'est vraiment comme ça même que j'ai vu des gens qui, normalement, sont des camarades, tu sais, mais qui sont, on va dire, très peu au courant de ce type de lutte-là, considérer ces trucs-là comme, voilà, un problème de bourgeois, quoi. Et je trouve ça vraiment intéressant que tu rappelles à quel point non, en fait, c'est même pas que c'est pas que un problème de bourgeois, c'est que la condition trans, la transphobie de la société te met, encore enfin, te rend encore plus vulnérable à la violence de classe et du coup, à toutes les violences qui en découlent, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, même avant notre transition, enfin la plupart des personnes, trans que je connais, en fait, avant leur transition, ils étaient déjà, travailleuses, et travailleurs et en fait, je connais extrêmement peu de personnes qui étaient bourgeoises avant leur transition et en fait, même si c'est le cas, en fait, souvent il y a un déclassement qui se passe parce que, bah, voilà, tu te fais rejeter, par tes proches, par, ta famille, par ta communauté, religieuse si tu en as une. De manière générale, en fait, on retombe rapidement, dans la case prolétaire. Alors je dis pas qu'il y a pas de transbourgeois, hein, je pense que ça existe, il y a des gens comme Paul Preciado, je pense, qui en font partie, mais en tout cas nous à l'OST, c'est pas notre lutte, c'est pas ça nous concerne pas trop et nous on est vraiment, bah, une organe prolétaire et ça se voit par, malheureusement l'état de notre trésorerie et c'est pour ça on vous demande, des dons. C'est pour améliorer les conditions de personnes trans partout en France. Concrètement, qu'est-ce que vous avez comme projet? Qu'est-ce que vous voulez faire, avec tous ces deniers? Alors tous ces deniers, finalement, c'est pas tant que ça, enfin, pas tant que ça, 50 000 €, Oui, c'est déjà énorme pour nous, mais en fait, ça va être, des choses aussi simples qu'en fait, développer des sections. Parce qu'en fait, on a des gens qui, nous envoient, des mails, assez régulièrement, pour, bah, créer dans leur ville des sections et donc du coup, bah, ça veut dire que nous, il faut qu'on vienne, leur donner du matériel, d'autosupport, donner du matériel de propagande politique, faut qu'on vienne les former. Faut aussi que nous, on puisse, bah, aller voir les institutions, les organisations, les associations qui nous demandent de la formation, contre la transphobie ou sur ces sujets-là, qu'on puisse, bah, défrayer nos lieux. Faut aussi qu'on fasse fonctionner l'OST en tant qu'organisation démocratique, ce qui veut dire, bah, qu'on doit, des fois faire des congrès et qui coûtent très cher, plusieurs milliers d'euros de défraiement parce que, bah, faut rassembler les gens de toute la France pour, en discuter. Des fois, il faut qu'on aide juste financièrement les gens, c'est-à-dire, bah, simplement, en fait, des usagers, on leur donne de l'argent, beaucoup de postes de dépenses, autosupport, lutte, et transport. Par exemple, pour donner un exemple, moi, je suis formatrice en plus d'être porte-parole et jusqu'à présent, en fait, tous mes défraiements à Paris, à Saint-Étienne, à Lille, à Strasbourg, dans le sud, en fait, ils sortent tous de ma poche alors que je suis vraiment pas riche et j'ai dû donner comme ça des centaines et des centaines d'euros à l'OST et en fait, ça mine vraiment mon budget, et en fait, ça impacte mes conditions de vie, ça impacte, les conditions de vie, bah, des autres personnes, à l'OST qui, en fait, du coup, doivent sortir l'argent de leur poche pour, faire des trucs hyper basiques comme, aller voir, les camarades d'une section, qui vient de se former pour, bah, leur expliquer comment on tient une permanence. Ouais, c'est du pratico-pratique, et puis, du coup, j'imagine aussi que ça vous empêche, du coup, de faire plein de trucs que vous auriez envie de faire et que tu peux pas faire parce que tu peux pas te permettre de te payer, 4 billets de train par mois, quoi. Alors moi, il y a tout un aspect de votre boulot, qui m'intéresse vachement, c'était le côté, on en a parlé un peu toutes les 2 quand on a préparé ce live, mais c'est tout le côté, autosupport, réduction des risques et notamment sur l'aspect un peu, santé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement, on va dire, pourquoi, quand on est une personne trans, on a besoin, on va dire, d'auto-organisation et à quoi ça sert? C'est quoi le but? L'autosupport ou l'auto-organisation? Alors, comment dire? Le fait de devoir s'autogérer, tu vois? Le fait de devoir se gérer entre soi et du coup, dans toutes les actions que vous menez, tu parles d'autosupport notamment. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est concrètement? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas exactement ce que c'est. L'autosupport, c'est, très simplement, le support, de nos conditions, par et pour les personnes trans. En fait, le auto, ça veut dire qu'en fait, on gère nous-mêmes, l'amélioration de nos conditions. On ne cherche pas, on ne quémande pas, à l'État, aux administrations, hospitalières, de nous aider. C'est-à-dire qu'on prend, en fait, en main l'amélioration de nos conditions. Et en fait, c'est parce que nous, on refuse d'aller dans des lectures réformistes où on ne ferait que, demander, à l'État, gentiment, d'arrêter d'être transphobe, d'arrêter de nous psychiatriser, d'arrêter de nous précariser, de nous violenter. En fait, on va dire au bout d'un moment, on est face à la montée du fascisme, on est face à la réactionnarisation et bah, on peut plus compter sur personne, donc on va prendre maintenant en main, nos propres transitions et en fait, c'est nos grandes revendications, c'est, bah, l'autogestion, de nos transitions, et notre autodétermination. Là, tu parles de psychiatrisation, par exemple. Est-ce que tu peux expliquer, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, quand tu es, une personne en France qui décide de transitionner, par quoi théoriquement on est obligé de passer?
pour, par exemple, pouvoir, avoir accès à une transition médicale ou à changer son état civil et cetera? Est-ce que tu et puis le fait que ça ait changé peut-être si tu as envie d'expliquer ça? Alors il y a pas de parcours, classique, hein. Chaque personne trans, fait sa propre tambouille. On a souvent cette idée qu'il y a un début, qu'il y a une fin. Souvent, en fait, on a, l'idée, qu'il y a aussi, l'opération, avec un grand O, qui vient, conclure, le parcours. Donc déjà, je vais éteindre, un mythe là-dessus, hein. L'opération avec un grand O, c'est 4 à 13 de personnes trans. Donc bon, il y a assez peu de littérature qui va venir renseigner ça, mais c'est une, infime minorité et une fois de plus, la plupart des personnes trans que je connais, ne font pas, l'opération. Mais donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire grosso modo dans le parcours et qu'est-ce qui est genre plus ou moins, classique, qu'on voit, régulièrement? Bah, ça va être déjà, bah, faire son coming out à ses proches. C'est souvent, la première étape. À ses amis, à sa famille, dire, «Ah j'aimerais qu'on m'appelle, comme ci, comme ça», qu'on, me genre au féminin, qu'on me genre au masculin, qu'on utilise, des pronoms neutres, ça arrive aussi. Et puis, ça va être, bah, souvent entamer des démarches pour changer son prénom, puis dans un second temps, la mention de sexe puisque c'est beaucoup plus facile de changer le prénom que la mention de sexe. Mmh. Le prénom, c'est devant un officier d'état civil, donc à sa mairie et ça prend généralement, un dossier d'une trentaine, de pages et un temps d'attente d'un mois, alors que, la mention de sexe, à l'état civil, c'est, devant un tribunal, judiciaire. C'est un dossier qui compte entre 50 et 100 pages et c'est un juge qui prend la décision. Donc c'est beaucoup plus vénère, il y a beaucoup de discrimination à ce niveau-là. Et enfin du côté médical, ça va être le plus souvent prendre des hormones, antagonistes à celles, qui est produit, par notre corps et ça va entraîner, bah, en fait une seconde puberté, féminine ou masculine. Et Et puis du après, bah, coup il y a d'autres, OP qui sont possibles comme, typiquement la féminisation du visage, ou les mammectomies, pour les hommes trans. et pour avoir accès, à ces hormones et tout ça, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale, par exemple? Alors, ça dépend. Ça dépend déjà, de si on a des papiers, si on n'est pas français évidemment, on n'est pas concerné par ça et en fait, c'est le cas de beaucoup, de personnes trans, migrantes, qui sont en France, en fait, qui n'ont accès aux hormones que par des moyens détournés et qui n'ont pas de remboursement par la sécurité sociale. Les hormones, c'est normalement remboursé par la sécurité sociale et on a même une ALD, donc c'est-à-dire une affectation longue durée, c'est-à-dire, un régime particulier, au sein de la sécurité sociale qui, permet, de mieux couvrir les remboursements, qui permet d'éviter le tiers payant sur, certains, traitements. Après les ALD, c'est, très inégal en fonction des départements, des CPAM, donc les caisses primaires, d'assurance maladie. En fait, certaines vont demander par exemple des certificats psychiatriques, certaines vont rembourser, certains soins, par exemple, dermatologiques ou chirurgicaux et d'autres, absolument pas. Mmh. Et ça, c'est un vrai sujet, alors, donc du coup, bon, la majorité des gens ici le savent, mais moi, je suis médecin, généraliste et alors moi, par exemple, la caisse de sécu de chez moi est réputée plutôt cool sur ce truc-là. C'est vrai qu'il y a des inégalités territoriales, donc que les gens comprennent. En fait, les caisses de sécu, d'assurance maladie, en fait, hein, l'assurance maladie, pour rappel, c'est une des branches de la sécurité sociale. Il y a aussi la branche vieillesse, la branche accident de travail, maladie professionnelle et la branche, oh là là, il m'en manque une, quel abruti, bref et donc il y a l'assurance maladie, excusez-moi, il me manque la quatrième branche, elle va me revenir à un moment et donc c'est géré par les caisses primaires d'assurance maladie, ce qu'on appelle les CPAM et c'est par département et en fait, il y a l'échelon de décision se fait à l'échelle départementale et donc il suffit qu'il y ait une caisse qui est gérée par des gens qui ont décidé globalement de ne pas rendre la vie facile, aux personnes qui ont envie d'avoir accès à des traitements médicaux pour la transition et ça devient très compliqué et la particularité, c'est que les ALD, donc si vous voulez, il y a une sorte de liste, dans lesquelles il y a par exemple le diabète, certains cancers, le fait, je sais pas, d'avoir de l'épilepsie, d'avoir besoin tous les gens qui ont besoin de prendre un traitement au long cours, en gros, et qui est, nécessaire pour eux, sont listés et pour la transidentité, on considère ce régime-là comme hors liste et donc, il faut négocier. C'est-à-dire que comme ça rentre pas dans des petites cases, il faut négocier. Et ce que tu dis, Lalou, par exemple, sur les certificats psychiatriques, moi, à chaque fois, c'est un truc qui me, qui me surprend vachement. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il faut que la personne aille devant un psychiatre et que le psychiatre déclare qu'elle est apte à prendre la décision pour elle-même ou qu'elle en a besoin sur un plan psychiatrique pour être bien. C'est quoi le truc? Ça dépend. En fait, il y a pas de politique de santé publique en France sur la question des transitions. Donc en fait, c'est laissé, au bon vouloir,
des médecins, des équipes hospitalières, des psychiatres, en eux-mêmes. Des fois, en fait, même au sein des CPAM, il y a ça dépend, en fait, de sur quel, employé, fonctionnaire, tu tombes. Donc bah, des fois, ça va être effectivement, bah, ce que tu dis, en fait, un certificat qu'on est capable de faire un consentement éclairé. Des fois, ça va être, on doit prouver qu'on est bien trans. Alors ça va être des choses plus ou moins humiliantes, hein, ça va passer par, des fois, le test de la vie réelle qui est genre l'un des trucs les plus hardcore, je pense. C'est-à-dire qu'on va, nous retenir de prendre des hormones en disant, commencer à mettre des robes ou au contraire, bah, inversement, à faire des trucs de mec. Commencer à vivre en tant que femme ou en tant qu'homme, pendant tant de mois et si, vous voulez toujours après ça, on va vous donner des hormones et en fait, ça veut dire vivez la transphobie, de manière extrêmement violente, parce que, bah, votre corps ne va pas se modifier. Par contre, on vous demande de modifier vos habitudes, sociales et si vous survivez à ça, bah, on vous donnera des hormones. Donc c'est vraiment genre, une pure humiliation. C'est en gros, allez vivre le patriarcat et peut-être qu'on vous donnera, ce que vous voulez. Donc ça, c'est abominable, mais il y a d'autres choses comme, simplement, bah, on essaye de, faire un dépistage à base, de vieux critères du DSM-3, du DSM-4, de l'ICD-11, donc qui sont des bases de données psychiatriques, en des manuels en l'occurrence, pour essayer de prouver que la personne, est trans ou pas. Donc des fois, ça va être à moitié, psychanalytique, des fois, ça va être des psychiatres, cool qui vont juste dire: «Bon, OK, vous êtes trans, point». Mais, c'est vraiment ça dépend vraiment sur qui tu tombes et c'est la roulette russe. Ouais, c'est quand même enfin bon, c'est hyper questionnant en termes à la fois, tu vois, de contrôle qu'il y a du coup sur les personnes, de d'infantilisation aussi un petit peu, tu sais? Comme si, enfin, comme si tu étais enfin bon, comme si, quand tu es une personne trans spécifiquement, là, en fait, le corps médical a le droit de rentrer dans ton intimité, dans ta vie pour, en gros, donner son avis sur, comment tu dois vivre ta vie et comment tu dois, être au monde, te tu vois, te démerder dans ta vie et tout ça. Enfin, c'est quand même de la folie et moi, ça me rappelle aussi la manière dont, le corps médical a pu, traiter les personnes homosexuelles jusque dans les années, enfin jusqu'à il y a pas longtemps en fait, hein, jusque dans les années 90-2000 en réalité. Tu sais, où il y avait tout un tas de théories psychanalytiques et tout ça sur, pourquoi l'homosexualité existe, que c'était un truc, tu sais, à soigner, que c'était une maladie et cetera. Et pas juste, la vie des gens comme il y a d'autres types de vie de gens, quoi. Et du coup, donc admettons qu'on est dans un monde super où tu as accès à ton ALD, donc les traitements auxquels tu as besoin sont pris en charge à 100 par la sécurité sociale. Ensuite, tu vois, moi, par exemple, je bosse dans une zone rurale et contrairement à ce qu'on pense, il y a aussi cette idée que la transidentité, c'est que, dans les villes et cetera, tu sais, c'est que dans les grandes villes. En réalité, nous, on a, enfin, moi et mes consoeurs au cabinet, des patients et des patientes, trans et nous, on est super démunis, je te le dis, parce qu'on a été quasiment pas formés. Et du coup, moi, je suis, enfin, toi, moi, je suis jeune, hein, enfin, j'ai 34 ans. J'ai fait mes études de médecine il y a, on va dire, 10-15 ans. La transidentité, on m'en a juste pas parlé. Mais quand je te dis pas parler, c'est zéro, en fait. Rien du tout. Et quand je suis passée en endocrinologie, je m'étais dit, tiens, c'est peut-être là où on va se former un petit peu et tout. Et comme le chef de service de là, là où je bossais était transphobe au dernier degré, c'est-à-dire qu'il tenait des discours absolument, enfin voilà, que je vais pas répéter ici parce que ça ne sert à rien, le mec nous disait, mais de toute façon, je ne vous formerai pas là-dessus. En gros, ça ne devrait pas exister, quoi. Et donc, nous, on se retrouve à avoir été très peu formés, à avoir essayé de s'auto-former, mais en fait, on connaît vraiment, on connaît mal le sujet. Et quand nos patients viennent nous demander, ne serait-ce que Heu, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Quelle posologie et cetera. En fait, la réalité, c'est que souvent les patients sont bien mieux renseignés, eux, que nous. Parce qu'au sein de la communauté, au sein d'autres personnes, ils ont appris des choses et puis même ils ont, tu vois, fait des expériences, eux-mêmes, tu vois, avec leur corps et cetera. Qui fait qu'ils sont qu'ils sont bien mieux placés que nous. Moi, j'en viens même à me demander, si, tu vois, dans certains cas, l'ordonnance a un sens, en fait. Parce qu'en réalité, la personne qui reçoit les soins est bien, bien mieux, placée que la personne, qui les donne, pour dire ce que c'est, quoi. Et donc, je ne sais pas, est-ce que vous, par exemple, est-ce que vous orientez vers des professionnels de santé spécifiques qui sont formés pour ça et cetera? Ou est-ce que les gens apprennent à se gérer eux-mêmes sur leur accès, aux différentes molécules? Alors, nous, évidemment, une de nos activités, c'est, en fait, faire des enfin, comprendre, dans la région, de nos sections, bah, quels sont, les médecins, qui sont safe, lesquels ne le sont pas, lesquels, sont formés, lesquels ne le sont pas. Et évidemment, bah, en fait, créer une sorte de savoir communautaire, autour de ça. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on sait pas, en fait, il y a une personne qui va venir à nos permanences, qui va dire: «Ah moi, demain, je vais chez docteur machin». Revenir à la suivante et dire: «C'était abominable» ou au contraire: «C'était très bien». On fait aussi de la formation médicale, donc c'est-à-dire que, bah, des médecins qui vont nous contacter pour dire, «À l'aide, je n'y connais rien». Des fois, ça va être des médecins, prescripteurs, donc des endocrinologues, des gynécologues, des généralistes qui vont suivre des personnes trans qui demandent en fait d'être
formés sur des questions très concrètes, très médicales, comme tu disais la posologie, bah, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est juste, on prend la littérature, certes pauvre, mais on prend la littérature et on va, vers eux en leur expliquant, c'est quoi, les bases. Sinon, en fait, on a aussi des médecins qui nous font pas que des médecins, des soignants qui nous contactent, qui disent: «En fait, je reçois des personnes trans, pas dans le cadre de leur transition, mais je reçois des personnes trans tout court, hein». Je pense à des ophtalmologues, je pense à des secouristes. Et comment est-ce que je fais pour accueillir une personne trans? Comment est-ce qu'on genre? Enfin, des questions très terre à terre, mais en fait qui tombent pas des nues et qui sont pas évidentes. Et du coup, nous, on va avoir, ces 2 types d'interventions et ce qu'on peut remarquer dans notre expérience, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, les gens ne savent rien. Enfin, les médecins ne Mmh. savent rien, on leur apprend tout, même des choses qui semblent triviales à la plupart des personnes trans. Bah, en fait, pour, la part des médecins, ça ne leur dit absolument rien et c'est vrai que, bah, souvent quand tu es une personne trans, tu t'es un peu renseigné, tu es allé sur des serveurs communautaires, tu as demandé comment on faisait et en fait, il y a un vrai savoir communautaire, il y a une vraie autogestion de la question des transitions, de l'appropriation du corps, des traitements qui se fait et en fait, quand les personnes arrivent, elles savent déjà ce qu'elles veulent et en fait, il y a une c'est une demande qui est faite, aux médecins et en fait, bah, des fois, manque de peau, hein, il y a un abus du pouvoir médical qui se fait Mmh. et bah, on nous met des barrières et c'est pour ça qu'en fait, nous, à l'OST, on encourage, l'autogestion, des transitions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes trans qui font, ce qu'on appelle, le DIY, le do it yourself, c'est-à-dire qu'ils passent pas par des médecins pour avoir leur Mmh. traitement, qui passent par d'autres voies et donc du coup, bah, en fait, ça rentre dans une idée, plus grosse de, conflictualité, en fait, au pouvoir médical qui, bah, comme tu le sais, est historiquement, conservateur des normes sociales, donc ça veut dire des choses racistes, ça veut dire des trucs sexistes, et donc transphobes. Mmh mh. Évidemment. Évidemment, évidemment, hein, je rappelle, hein, que la corporation médicale, s'est opposée à la mise en place de la sécurité sociale, s'est opposée à l'accès à l'IVG, opposée à l'accès à la contraception, pour plein de raisons et notamment, du fait, bah, de la classe sociale aussi, hein, des gens qui font médecine, pour plein de raisons, où, en réalité, bah, quand tu vas dans une fac de médecine, les gens, ils sont, essentiellement issus, des classes bourgeoises et ils ont, bah, des modes de pensée en plus après, tu sais, ils deviennent libéraux et cetera, donc ils sont eux-mêmes, dans une position de petit bourgeois à la tête de sa petite entreprise, machin et même avec parfois une vision assez, mercantile du métier et c'est un euphémisme, de le dire et en plus, tu vois, vraiment en étant le bras armé, on va dire, de la violence envers, les groupes sociaux qui sont les plus discriminés dans la société. C'est là, il y a pas longtemps, il y a un mec qui fait des BD, de médecine, qui est assez connu, qui s'appelle Vite Carabin, Oui, je connais. tu vois un peu le gars? Ouais. Ce mec-là, il y a eu une affaire où il y a 2 hommes, arabes qui ont été accusés d'avoir agressé une équipe soignante. Mediapart avait fait tout un article en expliquant que c'était en fait peut-être l'inverse, c'est-à-dire l'équipe soignante qui avait, maltraité, ces personnes, voire même frappé puis ensuite menti et Vite Carabin avait défendu les soignants et l'enquête de police, conclut que non, c'est les deux hommes, perçus comme arabes, qui finalement sont coupables. Bon. Heu, et lui, il est arrivé, tu vois, trop content et tout en disant: «Ah, j'avais raison et puis de toute façon, moi, jamais je n'aurais pu imaginer qu'un soignant soit agresseur». Et là, vraiment, tu te dis: «Mais, c'est» enfin, je veux dire, c'est quand tu es passé par une fac de médecine et que tu as passé, mais ne serait-ce qu'1 mois de stage à l'hôpital, c'est impossible de te dire ça, en fait. La violence raciste, grossophobe, sexiste, la violence sexuelle et cetera, elle est omniprésente, en fait, dans ces milieux-là et tu vois, nous, on en avait aussi beaucoup parlé pour les personnes intersexes, hein. Tu sais, quand on va peut-être en parler après, mais tu sais, en ce moment, il y a toute une panique morale sur les enfants trans. Tu vois, comme quoi, on voudrait, couper la verge des petits garçons à l'âge de 6 ans et cetera. Peut-être qu'on pourra en parler un peu, si tu as envie. Et à chaque fois, moi, j'ai envie de répondre: «Mais attendez, les gars, il y a un seul type d'enfant en France qu'on mutile génitalement à des âges extrêmement précoces, ce sont les enfants intersexes», tu vois? Par le corps médical qui justifie ça, qui explique aux parents que c'est nécessaire et cetera et cetera. L'enjeu sur le pouvoir médical, c'est un enjeu majeur politique, et puis pour le bien-être de chacun et du coup, là, je parlais un peu de la panique morale sur les enfants trans, ça va peut-être nous permettre de faire, une petite transition si tu as envie, sur le fait que quand même là, depuis toujours, mais je trouve que depuis quelques années, il y a quand même une vraie poussée, notamment de la droite et de l'extrême droite, contre les droits des personnes trans, sous plein d'aspects. En France, mais ça se voit là, on l'a vu un peu aux États-Unis avec l'administration Trump, là, qui a annoncé des choses qui sont d'une brutalité enfin, absolument hallucinante. Toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu de la situation en France? Est-ce qu'il y a des attaques concrètes qui sont menées, notamment, je ne sais pas, sur le plan législatif, etc., actuellement, là, ou ces dernières années? En fait, en France, on est en train de revivre les meilleures années de la manif pour tous. C'est juste que le truc s'est déplacé, des homosexuels, aux personnes trans, et en fait, effectivement, on peut,
observé que, en fait, dans les mouvements fascistes à l'international, les attaques transphobes, ça devient un cheval de bataille, qui est, le laisser-passer à, 1 milliard d'autres trucs, fascistes. C'était pas une nouveauté, hein. Dans les idéologies fascistes, il y a toujours eu des attaques, sur les personnes LGBTI et sur les personnes trans, hein. Je pense notamment au Troisième Reich qui, dans ses premières attaques, en fait, ses premiers brûlages de livres, ça avait été, les livres de l'Institut, de santé sexuelle de Berlin, qui était le premier institut, qui accueillait et soignait, les personnes trans. C'est ça qui a été brûlé en premier. On le voit partout et en fait, ça rentre aussi dans cette idéologie, très fasciste et très constitutive de l'idéologie fasciste qui est, il faut protéger la pureté des enfants. Mmh. Maintenant, en France, bah, évidemment, ça arrive par là, hein, on a eu, en mai dernier, le projet de loi mené, par le groupe Les Républicains qui, non contents d'être des immenses racelards, ont, amené un projet de loi sur les mineurs trans qui, en fait, s'il était passé, aurait été la politique de santé la plus répressive d'Europe, sur, la question, de la transition. Et ils avaient Donc, prévu quoi dedans? alors, beaucoup de choses, mais entre autres, la psychiatrisation, systématique, restreindre, énormément, les âges à laquelle on peut transitionner et en fait, donner, tout le contrôle, enfin le maximum de contrôle possible, au pouvoir médical et donc à l'État et en fait, en enlever au maximum, bah, aux, personnes trans elles-mêmes, aux jeunes. En fait, c'est, très classique des attaques patriarcales de manière générale, ça se fait sur, l'autonomie corporelle. En fait, le droit à posséder son propre corps et en fait, toutes les attaques sur les personnes trans, c'est ça. En fait, on ne nous laisse pas disposer de notre propre corps, on attaque notre autonomie corporelle et dans le cas des mineurs trans et ben c'est exactement la même chose. En fait, on attaque, leur capacité à choisir, on fait le choix à leur place, on considère que c'est des choses anormales qu'il faut restreindre et donc du coup, bah, évidemment, Garder la ça a été pureté, me ouais, garder exactement la et en fait, faut les protéger de la transition, donc on dit, souvent un tas d'argumentaires, complètement absurdes sur, le fait que, la transition, on peut pas revenir dessus, on peut pas revenir en arrière, qui est bon de un faux. En ce qui concerne le traitement des mineurs, en fait, on leur donne, ce qui s'appelle des bloqueurs de puberté, donc ça permet de retarder leur puberté jusqu'à un âge où effectivement ils seront aptes à choisir et en fait, ne pas les laisser faire ça, en fait, leur imposer la puberté, liée, à leur corps, bah, en fait, ça va laisser, des choses tout aussi, irrémédiables, c'est-à-dire, pas tant que ça, mais ça va quand même modifier leur corps contre leur gré et que ça soit, naturel ou non, n'y change rien. Mmh, tout à fait. Alors je me permets de rappeler que les bloqueurs de puberté sont utilisés chez des enfants qui sont non trans, depuis, très longtemps en fait, hein. C'est des molécules qu'on peut utiliser notamment pour ce qu'on appelle les pubertés précoces et cetera. Enfin, c'est des choses auxquelles on est, habitué, mais du fait qu'on l'utilise dans le cadre, de transition, tout de suite ça devient, absolument insupportable et cetera et je précise qu'en fait quand on arrête, les bloqueurs de puberté, si on ne prend pas, on va dire, d'hormones et cetera, c'est la puberté, qui vient du corps à la base, qui se fait, et qui se rattrape en fait, hein. Il y a pas d'irréversibilité. C'est ça que je veux dire. Et c'est important ce que tu dis dans le fait de dire, bah, que, si, une jeune fille, trans par exemple, n'a pas accès à des bloqueurs de puberté, elle va développer une puberté masculine qui est, enfin et ça on considère pas ça comme un truc, irréversible, ce qui est toujours, une vraie question de voir comment on a des schémas de pensée dans la tête qui, ne tiennent pas 2 secondes face à un raisonnement logique, en fait. Tout en, se targuant d'être du camp de la rationalité, de la normalité, du truc qui coule de source et cetera, quoi. Et donc tu parlais des attaques sur les mineurs trans. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment? Parce que moi, je t'avoue que ça me sidère, en fait, et je trouve que c'est pas très relayé, alors que c'est quand même, enfin, c'est quand même de la folie, quoi. Alors du coup, en fait, pendant toute la campagne, de Donald Trump, ils avaient, promis, de lutter contre, les personnes trans. On a eu des propos extrêmement, violents, parfois à caractère, carrément génocidaire, hein, des grands noms, de la pensée républicaine parlaient d'exterminer, le transgenrisme, pour en fait, exterminer les personnes trans, hein, Mmh. et en fait ça n'a pas manqué un jour, hein, par ordre exécutif, c'est-à-dire des choses, décidées, unilatéralement par le président des États-Unis, il y a eu plein, de choses, extrêmement violentes comme, restreindre la transition, des trans mineurs comme majeurs. Il y a eu, bah, le fait de dire en fait, les personnes trans en prison vont aller dans les prisons
de leur sexe assigné à leur naissance, sachant que quand c'est le cas, en fait, ça expose, les personnes tout simplement à des violences sexistes et sexuelles abominables et le plus souvent, à des viols. En fait, c'est une pratique documentée qui s'appelle le vicoding et où en fait, la paix sociale est achetée, dans les prisons en balançant, une, personne trans, dans la meute qui va évidemment se faire violer. Oh, quelle horreur. Et donc ça passe par beaucoup de choses. Ça passe aussi par le fait de retirer la possibilité aux personnes trans, de s'engager dans l'armée, même si bon, bah, nous à l'OST, ça nous passe un peu au-dessus parce qu'on ce qu'on pense de l'armée américaine, pas des bonnes choses. Mais dans l'idée, oui, c'est une attaque globale sur nos droits, c'est pour ça que nous à l'OST, on lutte pour, l'accueil, des réfugiés trans états-uniens. Mmh. On mène ce combat, aux côtés, de l'ARDIS, donc qui est une autre asso LGBT qui, elle, lutte, bah, pour le droit des personnes LGBT, réfugiées. Donc en fait, on essaie de faire pression sur les pouvoirs publics, d'établir un rapport de force pour nous aider à si des personnes, trans états-uniennes demandent l'asile, à ce qu'elles puissent venir en France parce qu'en fait, on a, une situation qui se rapproche de plus en plus de la persécution et en fait, c'est extrêmement inquiétant, notamment quand on compare ça à des exemples historiques, notamment l'Allemagne nazie. On peut commencer, sérieusement à se dire qu'on rentre dans des phases qui pourraient être quasi génocidaires et que c'est très important maintenant qu'il y ait des terres d'accueil, qu'il y ait des ports de sortie pour les personnes trans aux États-Unis et qu'elles ne restent pas, coincées là-bas si elles souhaitent venir. J'imagine qu'il doit y avoir des mouvements, états-uniens, de personnes trans états-uniennes qui s'organisent, qui essayent d'organiser un peu la lutte. Est-ce que tu connais un peu ces trucs-là ou pas? Malheureusement, je connais pas, beaucoup d'organisations, trans-états-uniennes. Je sais qu'il y a une auto-organisation, on va dire à des échelles très locales, dans des petites communautés, mais je sais pas s'il y a, on va dire des structures qui se ressembleraient aux nôtres, qui sont, assez larges, au niveau du pays. Mais je Mmh. sais que certaines personnes trans qui s'arment, enfin qui prennent littéralement des armes à feu et qui vont, s'entraîner entre elles, s'auto-organiser, se préparer à résister à la violence fasciste et c'est une excellente chose. Ça Mmh. s'appelle les Doll Squad. Ah oui, mais je crois que j'avais vu passer, sur Twitter, des les meufs avaient l'air, elles avaient l'air déter. Et je reviens sur ce que tu as dit, sur ce lien entre lutte transphobe extrêmement violente et extrême droite. Tout à l'heure, tu as dit un truc, qui m'intéresse vachement parce que, pour tout te dire, je l'ai appris extrêmement récemment. C'est la camarade Écharpe qui m'a appris ça, que, les 1ers autodafés nazis ont été faits sur, des bouquins d'auteurs et d'autrices, qui parlent de transidentité. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Parce que moi, vraiment, cette histoire m'a surprise. Je t'avoue, je ne connaissais pas du tout cette histoire et je trouve que ça dit tellement quelque chose de cette espèce de rapport, comme tu l'as dit, biologique un peu à la transphobie, sur la pureté et tout. Ah, vas-y, si tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ces trucs-là? Alors du coup, dans les années 30, lors de la montée au pouvoir, bah, des nazis, en Allemagne, on commence à voir, les premiers autodafés, c'est-à-dire des rassemblements où on prend des livres et on se les brûle. On va, beaucoup, voir, en histoire, au lycée, au collège, que ça va être, bah, souvent des auteurs juifs. Des auteurs tziganes, enfin ou des choses qui, vont documenter, l'histoire tzigane, ou l'histoire juive et également, bah, des, livres qui, portent trait à l'idéologie socialiste ou communiste. Mmh. Mais, ce qu'on, sait rarement, c'est que le premier autodafé ou l'un des premiers autodafés, documentés et photographiés, c'est, l'autodafé de la bibliothèque de l'Institut, sexuel de Berlin. Alors c'est un nom allemand que je ne vais pas massacrer en live, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est, la clinique, du docteur, Magnus, heu, Hirschfeld, si je ne me trompe pas. Donc c'est un docteur qui, est pionnier dans les soins, de transition, les soins aux personnes trans. Il me semble qu'il était lui-même homosexuel et Mmh. donc bah, en fait, ça va être la première victime, bah, de la violence, des SA qui Mmh. vont, tout brûler. Parce que, bah, c'est des abominations et en fait, ça va, être précurseur à, l'extermination, des homosexuels et des personnes trans, dans les camps de concentration, plus tard, dans la guerre. Et donc historiquement, lutte trans et lutte homosexuelle étaient, déjà très liées à cette période? C'est un peu ce que tu expliques aussi? Que c'était pas du tout 2 choses séparées? Bah, tout à fait, en fait et encore aujourd'hui, c'est le cas. Mmh. Mais, par exemple, quand on regarde, l'histoire, du mouvement LGBT, c'est une histoire qui est bien connue dans les milieux, LGBT, Stonewall, donc les 1res émeutes aux États-Unis qui vont donner, au bout d'un moment, les premières Pride.
En fait, ce sont des émeutes, hein, littéralement, les Condés étaient descendus, une énième fois de trop, dans les bars, LGBT, des quartiers gays, de New York pour, péter la gueule, à du PD, hein, ni plus ni moins, hein, toujours la police qui, se met du côté de la réaction et donc ça a déclenché, une émeute des LGBT et en fait, c'est des travailleuses, du sexe trans et racisés de fait, qui ont en fait, lancé, les premiers pavés, sur la flicaille. En l'occurrence, un nom, restera dans l'histoire, c'est celui de Marsha P. Johnson, hem, qui donc du coup, vont lancer l'émeute et qui, après, plus tard dans les grosses manifestations vont prendre la parole, pour les personnes trans et en fait, lier, le mouvement LGBT, et les luttes trans à jamais. Aujourd'hui, l'histoire de Marsha P. Johnson, donc une travailleuse du sexe, noire et trans, commence à être effacée évidemment par, l'administration Trump parce qu'elle représente, tout ce que, les fascistes et les réactionnaires et les capitalistes détestent. Mais oui, en fait, l'histoire LGBT de la première Pride, en fait, est intrinsèquement liée, au milieu trans et de toute manière, en fait, quand tu regardes d'un point de vue, purement analytique et universitaire, du patriarcat, en fait, c'est, essentiellement, les mêmes mécanismes, les PD, les Gwyn, les trans, en fait, on fait essentiellement la même chose, c'est on brise, des normes, hétérosexuelles et des normes, sexistes et ça suffit pour, déclencher, l'oppression. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse, vachement, tu sais, c'est le rapport à la parentalité. Essayer de se dire, comment on peut penser la parentalité, mais même la famille, tu vois, au sens général, d'une manière de gauche. Moi, quand je parle, tu vois, des conditions matérielles, de parentalité, notamment pour, les jeunes mères cis, par exemple, le fait qu'on on te met dans des conditions par, les congés parentaux qui sont très inégaux, entre, la personne qui a accouché et la personne qui n'a pas accouché, par exemple. Le fait que, tu te retrouves très seule, en fait, d'emblée et potentiellement avoir vécu des violences médicales, et cetera, et tu es seule avec ton bébé, et je sais que j'en parlais notamment, avec des camarades, dans les milieux LGBT qui disaient et je disais: «Il faudrait qu'on arrive à repenser la famille et la parentalité beaucoup plus en collectif» et ça, c'est une lutte politique globale parce que ça nécessite de penser le fait peut-être qu'on travaille moins et que ça soit normal du coup de pouvoir se libérer du temps quand on a un proche à nous qui est malade, quand on a un proche à nous qui va accueillir un bébé, tu vois? Toutes ces situations de la vie où il faudrait, tu vois, renormaliser le fait que, bah, en fait, ça se gère à plusieurs, ça se gère en collectif et pas forcément, tu vois, avec, des professionnels, tu vois, de ça, mais aussi vraiment un truc, communautaire justement et j'en parlais donc avec des camarades, qui sont, voilà, dans des luttes LGBT et tout ça et qui me disaient: «Mais en fait, nous dans les milieux LGBT, c'est déjà des manières de penser la famille qu'on a commencé à travailler et cetera parce que, bah, de fait, on est exclu de la structure famille nucléaire hétérosexuelle, papa d'un côté, maman d'un côté et tu es tout seul avec tes enfants et tout». Tu vois, de penser par exemple, l'accès à la parentalité, à plusieurs, tu vois? Et pas forcément, un géniteur, une génitrice, mais trouver ça normal que, bah, tes amis fassent partie de la vie de ton enfant, beaucoup, voire même une place presque parentale auprès d'eux et cetera. Je te dis tout ça parce que j'ai beaucoup d'interrogations sur le fait que ça soit pas évident que dans le mouvement féministe, les luttes LGBT, c'est vraiment des trucs qui sont mais vite enfin, des choses vitales pour nous parce que c'est vraiment des espaces dans lesquels on invente justement, l'extraction du patriarcat, comme tu l'as dit et l'extraction de la cellule hétérosexuelle qui est intrinsèquement violente, enfin génératrice de violence et puis, inégalitaire et cetera. À l'OST, c'est peut-être pas trop des questions, des questions que vous traitez, remarque, donc si tu me diras, mais je trouve que en ça, c'est profondément révolutionnaire, tu vois? Et c'est des luttes potentiellement révolutionnaires pour tout le monde, tu vois? Pas que pour les personnes LGBT, mais pour toutes les personnes, tous ces enseignements que tu tires de nouvelles manières de t'organiser et de penser les structures familiales et cetera, quoi. Non, nous à l'EST, on pense pas trop à ça et en fait, on se voit pas nous-mêmes, personnes trans, comme, une avant-garde, contre le patriarcat, qui va réinventer, la parentalité ou ce genre de choses. En fait, notre rapport à la parentalité, ça va souvent être parmi, enfin, pour les jeunes, qui vont se faire, foutre à la porte, hein, ou Mmh. violenter ou malheureusement parfois violer par leurs parents. Mmh. Et au-delà de ça, ça va être, quand on va étudier ou parler de la sexualité des personnes trans, bah, ça va être évidemment des sexualités et des manières, de relationner d'un point de vue romantique qui vont être très, très éloignées des schémas, hétérosexuels classiques parce qu'on est simplement rejeté en fait, de Mmh. ces derniers. Mais on va aussi voir des cas, très simples, en fait, de personnes trans, qui transitionnent, et puis après qui vont, mener une vie de famille, tout à fait, normale, après, en fait, il y a un peu les 2 cas et en fait, il y Mmh. a un nombre incroyable de personnes trans, dans nos vies, en fait, on ne sait pas que c'est des personnes trans. Elles transitionnent et après, elles font une famille, et en fait, personne n'en sait jamais rien et c'est sans doute pour le mieux.
Mmh, tout à Donc fait. voilà, mais donc du coup, sur ce que tu dis sur, questionner le rapport à la parentalité, patriarcale, en tout cas, c'est pas, ce qu'on fait à l'OST, c'est pas comme ça qu'on conçoit Pas que tu les fais, personnes quoi. trans. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Après, je te dis pas ça genre en mode avant-garde et tout. Je te dis Mmh. ça plus, dans le sens où, ça permet d'avoir des manières de penser les choses qui montrent que, bah, en fait, il y a pas de règles et il y a pas de truc absolu, de rapport, aux gens et aux choses. Et puis aussi qu'il y a pas une nécessité de faire des séparations directes entre, toutes les différentes luttes et que tu peux créer des ponts, entre les différentes luttes, quoi. Tout à fait. Dans les trucs qu'on n'a pas trop abordés, il y avait toute une partie, réduction des risques dont vous parlez pas mal, j'ai vu sur votre site. Est-ce que tu as envie d'aborder un peu ce côté-là? Ouais, tout à fait, alors, qu'est-ce que c'est, la réduction des risques? C'est pas quelque chose qui est limité, aux luttes trans, ou aux luttes, LGBT. C'est, l'idée, que, les personnes vont avoir, des pratiques à risque, heu, souvent parce qu'en fait l'État les a abandonnées, hein. On pense notamment, aux usagers et aux usagères de drogue, hein, quand on parle de réduction des risques. En fait, l'idée c'est, bah, en fait, on sait qu'il y a des risques et on va aménager au maximum pour, que ces choses qui sont par l'État souvent, bah, se fassent dans, les meilleures conditions possibles. Donc nous, ça va pas être, l'usage de drogue, ça c'est plus quelque chose qu'on laisse à aides, mais nous, ça va se jouer dans le cadre du DIY. Donc comme je te disais tout à l'heure, en fait, une manière pour nous de regagner notre autonomie corporelle et en fait de lutter face, à toutes les barrières, qui sont placées par les médecins, par le pouvoir psychiatrique et par le pouvoir étatique, hein, simplement, qui de toute façon a la main mise sur la Haute Autorité de Santé, la NSM et les CPAM et en fait qui choisit, si les personnes trans ont le droit de transitionner ou non et par exemple c'est le cas aux États-Unis, bah, on prend les choses en main et en fait, il y a beaucoup de personnes trans qui disent: «OK, je vais, commander mes hormones sur internet et je vais transitionner, comme ça». Et du Mmh. coup, nous, ce qu'on organise à l'OST, c'est qu'on leur permet d'avoir un cadre, sécurisé où il y a, une vraie lutte contre les infections nosocomiales et où il y a, du matériel, professionnel et stérile, pour, bah, faire leurs injections et donc du coup, ça va passer par donner du matériel et donner un cadre où faire ça. Mais ça va être aussi, bah, avoir un cadre communautaire où parler en fait, des transitions, ou parler, des dosages, ou parler, de notre corps, de notre santé. En fait, se réapproprier notre autonomie corporelle, loin des, parcours hospitaliers, psychiatrisés. Ça va être, Mmh. ça en fait notre action RDR et c'est, quelque chose dont on est très fiers. On n'est pas les seuls à mener cette action RDR, bah, on le mène souvent, en convention en fait avec AIDS, hein. Je sais que c'est le cas, pour, Strasbourg, c'est le cas à Grenoble, on a des conventions avec AIDS et puis il y a d'autres, assos trans, partout en France qui vont aussi faire ce RDR, mais c'est quelque chose qui est très, très important pour nous d'apporter. Dire: «OK, l'État nous baise, l'État, est raciste et patriarcal et fasciste, et bah, on va faire les trucs de notre côté, on va, faire communauté autour de cette question de la santé, et du corps». Mmh. Est-ce que, vous vous exposez à de la répression quand vous faites ça? Alors non, c'est légal, hein, la réduction des risques est légale, hein, elle est encadrée, mais elle est légale. Et comme je te dis, on fait ça avec des associations qui font, du VRDR, depuis longtemps, comme, AIDS. Donc, eux, c'est, autour, des IST et notamment, du VIH et puis, la réduction des risques, autour, de la prise de drogue, donc, notamment grâce à leur, CARUD. Et ouais, du coup, nous, on prend, pas de risque, juridique évidemment, mais par contre, les personnes trans, elles s'en prennent, un peu parce que, bah, on est sur une légalité, on va dire très légèrement grise. Parce qu'il y a pas vraiment, on va dire, d'antécédents, juridiques sur ces questions-là et généralement, en fait, elles s'exposent, surtout à des remontrances de la part, des médecins, des psychiatres, si, elles veulent continuer à avoir, des bilans sanguins, pour avoir un suivi correct. Genre comme tu passes pas par moi, par Mmh. ailleurs, je te permets pas d'avoir accès, aux trucs dont tu as besoin pour pouvoir te gérer sans passer par moi, quoi. C'est ça? C'est-à-dire une espèce de Exactement barrière? Ouais, ouais, et puis reprendre rien ne le dit pouvoir. que demain, les personnes, au pouvoir, feront pas des choses extrêmement répressives contre, les personnes qui osent, aller, contre l'État et contre, l'institution hospitalière, donc Donc ça fait partie des trucs pour lesquels, si vous avez des moyens qui sont un peu plus conséquents, vous allez pouvoir, j'imagine, le faire, de manière d'autant plus, espacée et tout. D'ailleurs, je pensais, tu disais qu'il y avait des sections qui étaient en train de se monter de votre orga. Où est-ce que vous avez des sections actuellement, en France et peut-être, je sais pas que en métropole peut-être? J'en sais rien. alors, je vais essayer de faire un par cœur, mais c'est pas facile. Je te Non, je fais vais pas faire par l'interro. cœur. Heu, alors, on a des sections dans actuellement 12 villes. On en a une à Angoulême, on en a une à Clermont-Ferrand, une à Grenoble, une à Lille, une à Lyon, une à Nîmes, une à Orléans, une à Reims, une à Saint-Denis, donc dans le 93, une à Strasbourg, une à Tours
et une à 3, donc ça fait pas mal. On a Bah aussi, ouais. des liens à l'international, notamment, avec, des camarades, montréalaises et on a, des projets de section, bon en France, je peux pas dire, les villes, c'est un secret, de fabrication, bien gardé, mais voilà, on a, actuellement, 3 projets de section, qui nous ont contactés, même assez récemment, heu, avec lesquels on est en discussion, sur, bah, quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on peut faire, pour aider? Voilà. Merci, Sim Karasuno qui a linké, le site avec, la liste des sections et puis, nous on vous la mettra, enfin de toute façon on vous mettra le site de votre orga, dans la description pour les gens qui sont intéressés, pour vous soutenir, puis pour vous rejoindre aussi éventuellement, pouvoir aller se renseigner sur votre site et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as envie, d'aborder Lou? Ou est-ce que par exemple on demande au chat s'il y a des choses, qu'ils ont envie d'aborder en particulier? Je voulais juste, bah, peut-être expliquer comment on rejoint l'OST, Ouais? si ça intéresse des gens. Déjà, un truc hyper important que je dois dire, c'est qu'on est une organisation qui est ouverte aux personnes cis, donc c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas trans et on ne demande qu'à ça, d'avoir, des personnes cis, des bénévoles qui viennent, nous donner, des coups de main, qui viennent, bah, nous aider, à faire du travail. On a beaucoup de sections qui marchent très bien grâce, bah, aux personnes cis qui viennent nous donner de la force et qui nous aident à lutter. Parce que, bah, nous, personnes trans, on est une minorité et bah, du coup, pour établir, un vrai rapport de force, face à un État, toujours plus militarisé, toujours plus fasciste, et toujours plus violent, on a besoin du maximum de gens possible et ça veut dire, bah, aussi, lutter, avec les personnes cis et bah, du coup, pour nous rejoindre, si vous êtes dans une ville, bah, simplement, allez, à un de nos événements et prenez contact ou passez par nos réseaux sociaux et si, vous voulez fonder une section OST et bah, envoyez-nous un mail et on vous appellera et on verra comment est-ce qu'on, peut fonder une section, et en fait, créer très concrètement, bah, de l'autosupport dans des villes où il y en a pas, et notamment, bah, dans la ruralité, hein, comme tu disais au début, il Ouais. faut, bah, toujours plus aider les personnes trans qui sont pas, forcément, dans les grands centres urbains où en fait, il y a déjà souvent, en fait, des organisations, LGBT ou trans qui peuvent aider. Nous, on cherche à s'implanter, partout, bah, comme tu vois, dans des petits bleds, enfin bleds, comme, Troyes, comme Angoulême, Ouais, comme carrément. Orléans, Clermont-Ferrand, c'est pas des grosses villes et Ouais. bah, en fait, il faut aussi former les médecins là-bas parce qu'en fait, les personnes trans, il y en a partout et en fait, notre travail, ne s'arrête jamais. Donc bah, pour que nous contacter, envoyez-nous un mail à contact@orgasolitrans.fr. OK, on vous mettra ça pareil dans la barre d'infos, YouTube également et c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la ruralité et tout parce que pour avoir discuté, tu vois, avec les personnes trans de chez moi, tu sais, on a un peu cette représentation comme quoi il y aurait plus de transphobie dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. Alors peut-être que je me trompe, tu me diras Lou, mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de transphobie dans les milieux urbains aussi en fait, enfin tu vois que c'est pas propre à la ruralité, mais que par contre le fait d'être très isolé, le fait de pas bénéficier, tu vois, de la vie communautaire et de, tu vois, de pouvoir avoir des gens bah, avec qui tu te lis et du coup, bah, ensemble, tu es plus fort. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça qui fait que la vie de personnes LGBT et particulièrement de personnes trans en ruralité est difficile, plus que le fait qu'il y ait plus de transphobie en ruralité. Alors peut-être que je dis une connerie, je sais pas, dis-moi. Mais Bah, en fait, rural comme centre urbain, en fait, on va avoir, on va dire, la même source de problèmes, c'est-à-dire la précarité, les violences, la transphobie de manière générale. Par contre, dans la ruralité, il va y avoir, surtout, moins accès à des solutions, au sens où, bah, dans les grands centres urbains, il y a, des associations, il y a des DAL, donc des droits au logement, qui vont, peut-être aider, à trouver, un endroit, où vivre. Il va y avoir, des orgas, de soutien, au travail du sexe qui vont nous permettre de pouvoir, bah, nous aider, ce genre de choses et dès qu'on sort de la ruralité, bah, en fait, les médecins, c'est compliqué, les assos, c'est compliqué. Si tu te fais mettre à la porte par tes parents, en fait, tu as nulle part où aller parce que, bah, il y a pas de bus, il y a rien. Enfin, c'est ça qui est compliqué dans la réalité, c'est qu'en fait, tout ce qui pourrait, venir un peu alléger la condition, dure des personnes trans, bah, en fait, n'est plus là et donc du coup, mm, bah, ça nous met face à d'autres challenges, bah, puis toi-même tu parlais de la réalité et tu c'est compliqué ta formation, bah, voilà. bah ouais, ouais, carrément. Puis nous, tu vois, chez nous, enfin, même le recours aux professionnels formés, nous, on a prévu avec mes consoeurs de se former là bientôt. Mais vraiment, c'est pour les gens, c'est vraiment le parcours du combattant. Il faut faire beaucoup de routes et comme tu dis, bah, là, ça fait une différence énorme sur les classes sociales parce que tu as ceux qui ont les moyens d'aller se payer le train, tu vois, d'aller machin, d'aller truc, puis tu as ceux qui ont pas les moyens et là, tu es vraiment dans une situation compliquée, quoi. Alors je me permets de voir, Écharpe, qui me félicite d'avoir dépassé mon sexualisme pour parler de la transidentité, mais qui m'enjoint quand même à transitionner. Alors voilà, moi je trouve que je suis en train de vivre une terrible cisphobie, hein, vraiment c'est terrible, hein. Je vais aller me plaindre Mmh. auprès de Bruno Retailleau, hein, je pense. Au moins ça. Et au moins ça, tout à fait.
Est-ce que vous avez des questions un peu le chat? Attends, je remonte un peu. Ah ouais, alors, il y avait une question de Néolithis quand tu disais, tu sais, quand on parlait, tu sais, un peu de structure familiale et tout, tu rappelais, très justement que, la famille est aussi une structure, de grande violence, et tu parlais notamment des cas de violence sexuelle, hein, qu'il peut y avoir, particulièrement sur les jeunes personnes trans et tout. Il y avait une question là dans le chat qui disait: «Est-ce qu'il y a une opposition?» Tu disais du coup que tu avais plein de personnes, trans qui vivent leur vie sans que, tu vois, sans que les gens sachent en fait que c'est des personnes trans, et qui sont, il y a plein de manières de le vivre, et il y avait une personne qui demandait s'il y avait une opposition entre, alors comment c'était posé la question? Entre trans rangés avec des guillemets, style Mariko, et les autres. Est-ce que on peut dire ça sur, la communauté? C'est une réalité ça ou pas? Alors, non, parce qu'en fait, ce qui nous unit, c'est, notre condition, de personnes trans et en fait, par exemple, un truc très, très con qui nous unit, ça va être, la non rétroactivité de notre changement d'état civil. C'est-à-dire que quand on Mmh. change de sexe et qu'on change de prénom, ça change pas notre état civil, ça apporte, une mention marginale sur notre état civil et donc très simplement et en fait, on peut faire des listes de gens qui ont modifié leur état civil puisque, bah, bon, c'est simple, il suffit de savoir, quelles personnes ont des mentions marginales à poser dessus. Donc, Mmh. bah, très concrètement, Darmanin avait, créé un fichier, de personnes, ayant changé d'état civil, donc bon, en l'occurrence, de base, c'était un truc raciste, comme à peu près tout ce que fait Darmanin, Oui, c'est ça. qui visait, les personnes, migrantes, et les personnes réfugiées, qui du coup changeaient de prénom ou avaient, des papiers, des nouveaux papiers en France. Mais en l'occurrence, bah, en fait, il a pris, dans le tas, toutes les personnes trans et en fait, c'est, un énième lien entre, bah, les luttes antiracistes et les luttes trans que Mmh. nous, bah, on mène, à l'OST. On s'était battu, effectivement à la réforme des retraites, on s'était battu contre cette loi des Républicains, mais on s'était aussi battu, bah, contre, la loi immigration, contre, la loi sécurité globale. En fait, pour nous, tout est lié et en fait, c'en est, un exemple des plus concrets et du coup, bah, personne transrangée, bah, fait partie de ces violences. Personne transrangée, bah, va aussi à un moment a aussi un moment de sa vie transitionné et a bénéficié, des soutiens associatifs donc c'est globalement lié. Personne transrangée est généralement, bah, précaire et donc du coup, Mmh. bah, est aussi lié à nos luttes. Donc non, il y a pas de Mmh. scission entre, bah, personne en début de transition, et personne, qui, passe parfaitement et qui est rangée de son côté, en fait, qui est, en fait, toujours concerné par, sa condition de personne trans. C'est quelque chose qui nous suit toute notre vie, même Mmh. si, ça se voit pas, pour la plupart, des gens. Pour l'État, typiquement, ça reste très, très visible. Mmh. Il y a une question de Tsukunf qui a mis beaucoup de consonnes dans son pseudo, donc j'ai du mal à le prononcer, je suis désolée. Question: quelle est la ligne politique globale de l'ORGA, entre parenthèses intersectionnelle, marxiste, radicale, révolutionnaire? Autre question: quel degré d'engagement et disponibilité nécessaire minimum pour la rejoindre? Alors, notre ligne politique, c'est que sur la lutte des classes, on est révolutionnaire, donc on s'oppose, aux simples politiques réformistes. On est pour la lutte des classes et on adopte, de fait une analyse marxiste, hein. Je sais que ça fait plaisir, du coup sur cette chaîne puisqu'il me semble que vous revendiquez du marxisme. Un petit peu, ouais. Hem Un Au tout petit niveau, peu. du féminisme, évidemment, bah, on le met, en lien, avec, la lutte des classes. On se revendique, d'un féminisme, matérialiste, mais du coup qui va, évidemment, mêler, à d'autres analyses, comme les analyses queer ou les analyses intersectionnelles, le black feminism et un de nos très, très, très gros axes de lutte, ça va être les luttes anti-impérialistes et les luttes, décoloniales. Donc, bah, on a mené et on continue à mener, des luttes, qui mobilisent énormément de nos forces, pour la cause du peuple palestinien, et en soutien, à sa résistance et pour, la libération, de Georges Ibrahim Abdallah, donc qui est le plus vieux, prisonnier, politique, de France et en fait, est, mis en prison, par pression, politique, du Mossad et de la CIA, Mmh. alors qu'il menait, des actes de résistance pour la Palestine. Donc voilà, ça va être, nos grosses lignes. Quelle disponibilité il faut? Ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça aide déjà, hein, si tu peux, genre, 1 fois par mois, venir aider à installer une permanence, tu vas mettre des chaises ou venir, écouter, si tu peux, aider à gérer un compte Instagram, ou envoyer des mails, bah, déjà très bien et en fait, on a besoin de gens qui font ça. Donc n'importe qui peut venir, à l'OST, il y a beaucoup de personnes, qui travaillent et donc parce qu'on est obligé de travailler pour vivre
et du Mmh. coup, personne n'a beaucoup, beaucoup de temps à donner à l'organisation et c'est très bien si tu peux en donner un peu, ça déchargera tout le monde. Carrément, merci beaucoup Lou. Alors j'ai vu une question de Paul Régnier. Alors, attends, ouais voilà, c'est bon, je l'ai. Quand Lou parle de l'OST, elle dit congrès, section, ça me fait penser à un syndicat. Du coup, ma question, quel lien avec les organisations syndicales à l'OST? Est-ce qu'elle intervient aussi sur les situations de discrimination envers les personnes trans au travail, par exemple? Et ça, je sais que ça te cause cette question. Ouais, tout à fait. Alors déjà, ça me fait doucement sourire parce que, en fait, au début, enfin, si on remonte à nos origines, il y avait cette idée d'être un peu un syndicat des trans et de fait, on a une forme syndicale avec, des sections, bon, bah, du coup, pas syndicales, mais trans, dans plein de villes et du coup, on fait souvent la blague qu'on est la CGT des trans. Quels sont nos C'est liens bon. avec, les organisations, syndicales? Les vraies, comme, je te disais plus tôt, bah, nous on lutte évidemment au niveau de la lutte des classes et donc dans le monde du travail, on est très, très attachés à, bah, donner, le maximum de force à soutenir, toutes les luttes, syndicales et on a des très bons liens avec la CGT, avec qui, bah, sur lequel on va, lutter, sur les mêmes sujets, aller sur les piquets de grève, aller en manif, partager, des communiqués. Mais aussi, avec qui on va partager des liens, en fait, qui tiennent de la formation. On va venir les former, sur des questions trans et on partage aussi d'excellents liens avec, l'Union syndicale solidaire, mais aussi, en plus de ces 2 grosses organisations, syndicales avec, par exemple, des syndicats étudiants. Donc voilà, évidemment, nous, on intervient énormément dans le milieu du travail. Comme je disais au début, nous, on intervient, sur les questions de discrimination vraiment matérielles, sur les conditions, donc discrimination logement, discrimination emploi. C'est notre terrain, donc évidemment, la plupart de nos membres sont syndiqués et on est à fond, derrière ça. Trop bien. Merci beaucoup Lou. Est-ce que Lou, tu as envie d'aborder un autre truc? Bah, Ah, j'aurais bien c'est mon aimé dernier message. aborder, le lien Vas-y, vas-y. entre, la Palestine, enfin les luttes anti-impérialistes de manière générale Ouais. et les luttes trans parce que c'est quelque chose qui revient énormément sur les réseaux sociaux, bon plutôt sous la forme d'insultes, hein, je vais pas te mentir, ou de menaces. C'est-à-dire qu'en fait, nous à l'OST, dès qu'on ouvre notre gueule sur la Palestine, c'est-à-dire assez souvent, on se fait vomir dessus et en fait les gens Mais comprennent pas de manière carrément. générale pourquoi est-ce que, des personnes trans sont, autant vocales sur la question palestinienne. C'est le fameux, chicken for KFC, tu sais? Le truc Voilà, qui revient tout le exactement. temps, quoi. Ouais. En fait, c'est du coup, d'inaimables personnes sur Twitter tentent de me convaincre que je me trompe de combat et me le disent très gentiment en me menaçant de mort. Donc évidemment, moi, je suis tout le temps très convaincu par ce genre de choses. Oui, oui, Mais en fait, il reproche aux personnes, qu'il déteste, qui vont, maltraiter les personnes trans et tu envie de dire: «Mais tu en parles avec tellement d'envie et tellement de plaisir qu'on sent vraiment, que globalement, c'est ton projet politique à toi dont tu parles là». Mais oui, ouais, excuse-moi, la je t'ai cause coupé. trans leur tient vraiment, sans doute à cœur. Ouais, c'est ça. Mais en fait, nous, on fait un lien qui est, on va dire, assez concret quand on y pense. C'est que, en fait, l'impérialisme et le colonialisme, de manière générale, c'est quelque chose qui est en train de plus en plus de se perdre. En fait, les grandes puissances, coloniales perdent de plus en plus, leur influence, sur le sud et les pays, dont elles avaient pris la richesse pour, faire fonctionner leur système capitaliste et en fait, sentant qu'en fait, on arrive de plus en plus face à des crises, face à des contradictions liées à l'impérialisme et au colonialisme et ben elles tentent de raffermir, leur emprise, en se militarisant toujours plus, hein et en France notamment, avec, la violente répression, des révoltes, en Kanaki, avec la violente répression, des révoltes en Martinique et donc du coup avec une proposition, un projet politique qui tient littéralement de la militarisation, hein. Bon là on voit le ton est très, très à la guerre en ce moment, Mmh. mais donc ça va passer aussi la militarisation par, les politiques natalistes. Quand Macron dit, «Je veux faire le réarmement démographique», c'est pas, un lapsus, c'est vraiment, l'idée que, bah, un pays fort, un pays colonial, c'est un pays militarisé et ça passe aussi par son organisation, familiale, nataliste et donc on Mmh. peut assez facilement comprendre que les personnes trans n'ont absolument pas leur place dans cette idée de famille nucléaire bien comme il faut, que c'est des abominations et donc, bah, du coup évidemment nous, on voit très, très bien, le lien entre, cette militarisation, cette fascisation et les luttes palestiniennes. On ne dit pas qu'on souffre, autant, que, les personnes en Palestine, mais on est, pleinement, solidaires de leur combat et en fait, on a l'idée que toutes les luttes, sont liées entre elles et qu'on ira, jusqu'à la victoire, jusqu'à la mort, comme elles. Parce que, bah, pour nous, face au fascisme, c'est la transition ou la mort et quoi qu'il se passe, on continuera à transitionner parce qu'on n'a pas le choix et bah, pareil en Palestine, ils continueront, à résister quoi qu'il se passe car, ils doivent avoir la pleine possession de leur territoire et ils continueront à résister, quoi qu'il se passe. Donc, c'est pour nous, le lien. C'est le lien face à l'impérialisme, face au fascisme et c'est quelque chose qui est souvent incompris,
dans les luttes LGBT, ce lien. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Louis. Évidemment, soutien au peuple palestinien, toujours. Palestine vivra. Évidemment, je pense que tous ici, sur ce stream, on est de cette team. Est-ce qu'il y a encore un truc que tu as envie d'aborder? Est-ce qu'on conclut? Tu me dis. Ah, moi je peux répondre, à des questions, Ouais, s'il y en a, mais question dans le chat. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens qui demandaient comment est-ce qu'on peut soutenir financièrement l'OST et bah, il y a un lien, vers notre campagne de dons. On est à 25 000 € sur 50 000 €. Il est épinglé, donc n'hésitez pas à aller donner un maximum, ça va nous permettre d'améliorer très, très concrètement, la vie des personnes trans. Donc merci, merci à ceux qui mettent le lien dans le chat. Et encore une fois, pour YouTube, vous l'aurez. Le lien est aussi en épinglé dans le chat si vous le souhaitez. Tu vois le chat aussi, Lou? Comme ça, je te laisse ouais, choisir des je questions si tu vois as le chat. envie. Ah d'accord, c'est à moi de choisir. Ouh là, putain, il y en a Ouais, si tu as plein, envie, hein. Comment est-ce que vous gérez les VSS dans l'orga, je vois? et ben, on a des protocoles internes, de commission de médiation et de gestion et essentiellement, comme dans la plupart des organismes féministes, on a un motto, c'est qu'on croit les victimes et du coup, bah, on les protège et on est à leur écoute, sur, leur volonté, et de ce qui va suivre et je pense que c'est, ce qu'on peut en dire autant de la plupart des orgas, LGBT et féministes, fort heureusement. Carrément. Et Sharp dit: «Est-ce que les puppy girls ont le droit d'entrer à l'OST? Si oui, comment canaliser leur énergie fougueuse en une réelle politisation?» Et je dirai pas la suite. YouTube ne va pas aimer la suite si tu la lis, Lou. Merci. Alors, il me Merci semble pour qu'il y a eu cette une frappe. scission à Saint-Denis sur cette question entre les puppy girls et les cat girls. Du coup, je te laisse aller leur poser la question en personne. Moi, je me suis pas mêlé de ça et j'ai pas spécialement envie de m'en mêler personnellement. Je laisserai les gens googler les termes pour ceux qui sont pas très familiers de ces termes-là. On est apolitique ici. Ça a réveillé le chat. Très bien, merci de la redirection, répond Écharpe. Parfait, parfait. Bon, ben écoutez, quelles sont les priorités financières de l'OST? La campagne de dons servira à quoi en priorité? En priorité, ça va être, la première chose qui va se passer juste après la campagne de dons, ce sera notre congrès. Donc bah, ça va être, l'organiser et permettre, à l'organisation de se doter d'une structure qui va permettre d'encore plus grossir. Parce que là, notre, dernier congrès, en fait, bah, on était 3 sections, donc autant dire que, bah, on n'a pas, une structure actuelle, dans notre organisation, dans notre, capacité à former, dans nos lignes politiques, ne serait-ce, qui est, capable d'englober une vraie organisation nationale. Parce que, bah, évidemment, quand tu es 3 sections, c'est pas le même délire. Donc là, en mai, très, très gros, moment, politique pour nous. On va se reformer, bien comme il faut pour, avoir un gros développement et puis intégrer le maximum de sections et puis après, cet argent, il va servir, bah, pour acheter du matériel de réduction des risques. Concrètement, les personnes trans, leur donner de l'argent pour, pouvoir, continuer à former, les syndicats, les institutions, les professionnels de santé et puis peut-être, faire des gros projets comme, bah, une grosse montée nationale, à l'Existence Inter qui est, une grosse manif trans qui a une fois par an. C'est un peu le 8 mars des trans. Cette année, une fois de plus, ça sera, il me semble, en octobre. Donc, bah, pour nous, c'est aussi, bah, par exemple, faire une grosse montée avec tous nos membres, à Paris et foutre le sbeul, dans la capitale, bah, ça avait aussi ça. C'est bon ça. Et du coup, ouais, la date est pas fixe encore, c'est ça? C'est que ça change d'une année à l'autre? Tu dis que ça sera en octobre cette année? Bah, alors, en fait, je crois que en plus, j'ai parlé trop vite, mais en fait, l'existence à terre, la prochaine réunion, est encore dans une dizaine de jours et d'ici là, en Mmh. fait, on n'a pas encore trop de dates, mais il me semble que parmi les dates proposées, ça devrait être environ dans cette zone et les dernières, c'était déjà en octobre. Voilà, mais OK, bon, c'est rien n'est décidé, je vois. mais on avertira évidemment à l'avance sur nos réseaux sociaux quand est-ce que sera cette grosse marche qu'on fait, du coup avec tout le collectif de l'existence inter, donc pas que nous, hein, aussi d'autres grosses orgas comme, Transgenre, comme, Accept ST, comme Outtrans, comme West Trans, donc plein d'orgas trans partout en France qui, bah, mettent la main à la pâte comme nous pour, construire un cadre interorganisationnel et puis, arriver à mobiliser, à avertir sur les sujets trans chaque année. Comment contribuer à rendre davantage visible l'orga? Et bah, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux, surtout, les réseaux donc Instagram, Twitter, Blue Sky, c'est tout le temps la même chose, c'est, @orgasolitrans, notre arrobase. Également à nos porte-paroles donc, bah, mon compte et celui de ma co-secrétaire, Alice Vaud. Voilà, Mmh. bah, partagez-nous, faites parler de vous. Si vous êtes déjà dans notre organisation, bah, je sais pas, arrangez-vous pour, faire un don, ou, faire du lien avec nous et puis, concrètement, parlez-en le maximum, à, vos proches, au pouvoir public, permettez-nous d'avoir un vrai rapport de force, dont on a désespérément besoin en ce moment pour pas que la France suive la voie des États-Unis. Ouais, c'est ça. Tomatosan demande comment ne pas être totalement déprimé en voyant la situation politique actuelle. Dis-nous tout, Lou.
Pas de nihilisme camarade, comme, le diraient, les TP Maoris. La mort n'éblouit pas, les yeux des partisans. Nous non plus, on n'a pas le choix de lutter, hein. Pour nous, c'est la transition, ou la mort et bah, on a choisi, que ça sera la transition, que ça sera la lutte. On va pas se rouler en boule, on va pas se laisser faire par, cet État, fasciste. D'autres avant nous ont gagné, toutes, les luttes, progressistes, ont des exemples, glorieux de victoire, face, au capitalisme, face au racisme et si eux ont gagné, alors, nous aussi, si, à Stonewall, ils ont pu, réussir à lancer les prides et à balancer, des cailloux sur les Condés, bah, nous aussi, on peut lutter. Si le FLN en Algérie, a réussi, à la libérer, bah, en fait, nous aussi, on peut gagner. Si au Kurdistan, ils ont réussi à mener la révolution socialiste, alors nous aussi, on peut gagner. Il y a plein d'exemples de victoires dans notre camp social. Évidemment, l'OST, à côté de ces grands moments, politiques, c'est un peu moins, mais du coup, c'est-à-dire qu'on a une lutte qui est moins ambitieuse et d'autant plus facile à gagner. Donc pas d'inquiétude, on est forts, tous ensemble et c'est par notre nombre, par notre force et par notre détermination qu'on arrivera à gagner. C'est bon ça, Lou. Je trouve que c'est un excellent mot de la fin. J'espère que cet entretien vous a permis d'apprendre des trucs pour les personnes qui n'étaient pas du tout familières de ces luttes. J'espère aussi que si vous êtes chaud, que vous allez pouvoir aider l'OST à se financer, grossir les rangs de l'orga, à lutter partout avec tous les moyens que vous avez et ce que vous pouvez faire. Évidemment, il faut qu'on se regroupe pour faire ça. Il faut qu'on soit nombreux. Tu as totalement raison. Il nous reste plus qu'à vous dire d'aller voir dans la barre d'infos où vous aurez plein de liens, plein de trucs à trouver, d'aller vous abonner à tous les réseaux de l'OST, de vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez, à nos chaînes principales, Padu, Dr Zoé, aller voir ce qu'on raconte sur Twitter, sur Blue Sky, aller lire la revue Position Revue également si vous le souhaitez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à plus tout le monde, salut, et à laisser Lou vous dire au revoir. Au revoir, merci énormément pour l'invitation et c'était, hyper cool de parler avec vous. Donnez un maximum à l'OST et donnez-vous de la force, rejoignez-nous et on va gagner tous ensemble. Merci.